Ok, ok, ok. Continuons avec notre cours sur l'apprentissage automatique avec l'Internet des objets ou l'IoT. Et puis, on va voir un peu de résumé de ce qu'on a vu. Pour le type d'apprentissage supervisé, on a vu que ce sont des données qui sont étiquetées. Et aussi, l'objectif de cet apprentissage, c'est de pouvoir prédire une valeur ou une catégorie précise, suivant les données qu'on a utilisées à l'avance. Un exemple ici, on peut prédire par exemple la température ou classer l'état du capteur. Pour le non supervisé, ce sont des données toujours qui sont non étiquetées, donc nous ne connaissons pas leur étiquette à l'avance. L'objectif de cet apprentissage, c'est de pouvoir trouver des motifs et de les regrouper ensemble pour pouvoir avoir des groupes distincts selon les données qu'on a utilisées à l'entrée. L'exemple, ça peut nous aider à identifier par exemple des capteurs défaillants dans un système quelconque. Pour le type d'apprentissage par renforcement, ici, on va voir que ce sont des actions et des récompenses qui entrent en jeu. L'objectif de cet apprentissage, c'est de pouvoir optimiser des décisions sur le long terme. Donc, ajuster par exemple la consommation d'énergie et ainsi de suite. Et c'est possible aussi de les combiner tout ensemble pour pouvoir produire un système général. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble, dans cette partie, un peu de détails, un peu on va entrer en profondeur pour chaque type d'apprentissage et puis on va voir quels sont les types d'algorithmes qu'on peut y trouver à l'intérieur et quels sont les cas d'utilisation et des exemples précis. Commençons par l'apprentissage supervisé. On va parler des classifications. Donc, classification, vous comprenez qu'il y a un mot classe à l'intérieur. Donc ici, les types de modèles qui sont supervisés qu'on peut rencontrer, on peut avoir par exemple, dans la classification, on peut avoir des machines à vecteurs, appelées aussi des SVM, qui sont un type de modèle linéaire qui peut être utilisé pour la classification et la régression en même temps. Ils sont toujours efficaces dans les espaces de grande dimension et peuvent être utilisés avec différents types de noyaux. Voyons un peu plus rapidement ces différents types et puis on va voir en pratique lequel sera le plus approprié pour notre test. On a aussi le deuxième type qui est l'arbre de décision. Bien sûr, comme le nom l'indique, c'est juste un arbre qui nous aide à parcourir les données et aussi donner des prédictions. L'arbre de décision, ce sont un type de modèle non linéaire. Le précédent, c'était linéaire, mais celui-ci, c'est non linéaire qui peut être utilisé pour la classification et la régression en même temps. Et ils sont faciles à interpréter et peuvent être utilisés pour gérer euh, les données manquantes. On a aussi des forêts aléatoires, appelées en anglais random forest. Ce sont aussi deux types de modèles d'ensemble qui combinent plusieurs arbres de décision et ils sont plus précis que les arbres de décision individuels et peuvent être utilisés pour gérer des données bruitées, donc des données comprenant des données qui ne sont pas cohérentes. Par exemple, si on a récolté des données de sons d'oiseaux, qu'on a par exemple de sons, je ne sais pas, de voitures, des klaxons, ou bien de vaches qui baillent, et ainsi de suite, qui beulent, et ainsi de suite. On a aussi des régressions logistiques, qui est aussi un type de modèle linéaire qui peut être utilisé pour la classification binaire. Pour la régression logistique, on peut l'utiliser lorsqu'on a seulement des 0 et des 1 dans nos données. Donc, si la réponse ou le résultat sera un 0 ou un 1 à la fin. Elle est facile à interpréter et peut être utilisée pour calculer des probabilités. On a aussi le cas plus proche voisin, appelé aussi le KNN en anglais, qui est un type de modèle non linéaire qui peut être utilisé pour la classification et la régression en même temps. Il est simple à mettre en œuvre et peut être utilisé pour gérer des données bruitées aussi, donc des données comprenant des erreurs. Continuons avec les types de régression.
On peut avoir, dans le type de modèle supervisé, des régressions. Régression linéaire, par exemple. Une régression linéaire, c'est un type de modèle aussi qui peut être utilisé pour la régression et elle est facile à interpréter. Donc, très facile à interpréter et peut être utilisé pour calculer des coefficients. On peut aussi avoir une régression polynomiale, comme aussi son nom l'indique. Nous parlons aussi de polynômes, comme on l'a vu en mathématiques. J'espère que on n'a pas tout oublié. La régression polynomiale, c'est un type de modèle non linéaire aussi, qui peut être utilisé pour la régression. Il peut être utilisé pour modéliser des relations non linéaires entre des variables, ainsi de suite. On a aussi une régression crête. Et la régression de crête, c'est un type de modèle aussi linéaire qui peut être utilisé pour la régression. Elle est moins sensible au bruit que la régression linéaire ordinaire. Donc, à chaque fois, la sélection de modèles va se faire selon le type de données qu'on a et aussi la quantité de bruit qui se trouve dans nos données. On a aussi un autre modèle qui est supervisé qui s'appelle Lasso, qui est un type de modèle linéaire qui peut être utilisé pour la régression aussi. Il peut être utilisé pour sélectionner des variables plus importantes et ainsi de suite. La troisième catégorie des modèles supervisés, on a des réseaux de neurones qui sont plus utilisés et eux aussi plus répandus couramment. Les réseaux de neurones, ce sont bien sûr, comme le nom l'indique, des réseaux, comme aussi l'image ici l'indique, ce sont des types de modèles qui sont non linéaires, qui peuvent être utilisés pour la classification et la régression en même temps. Ils sont très puissants et peuvent être utilisés pour modéliser des relations complexes lorsque nous sommes en train de faire face à des relations entre des données qui sont complexes. Là, nous utilisons directement des réseaux de neurones. Il y a aussi des modèles graphiques qui sont un type de modèle aussi qui peuvent être utilisés pour représenter les relations entre des variables. Ils peuvent être utilisés pour la classification et la régression et aussi d'autres tâches. Ça fait partie des modèles. Ça fait partie des modèles qui sont supervisés. Donc, on a vu plusieurs types et comme je vous l'ai dit, le modèle à utiliser dépend du type de données que vous avez et aussi des bruits, des quantités de bruit que vous avez. Maintenant, passons sur la deuxième partie, ou bien la partie 2, sur le type de modèles qui sont non supervisés. Les modèles qui sont non supervisés. Bien sûr, là, si nous parlons de modèles non supervisés, vous comprenez que nous avons des données qui sont carrément non structurées. Ici, mais c'est au modèle elle-même de pouvoir décerner et dire oui. Ah, donc c'est ça les structures à utiliser ainsi de suite. Euh, les modèles non supervisés sont généralement regroupés en trois catégories qu'on va voir. Par exemple, sur l'image ici que j'ai, dont je peux essayer d'agrandir un peu, vous voyez ici en bas, on a des renards, femelles, masculins, ainsi de suite, je ne sais pas. Et aussi, on a un petit souris appelé Mickey Mouse. Aussi, on a quoi? On a un lapin. Qu'est-ce que ça va faire notre modèle? Ça va regrouper les canards ensemble, le souris ensemble et le lapin ensemble. Et à chaque fois que je vais proposer une image, que ce soit un canard qui est noir, le modèle va prédire et dire, oh oui, ça c'est un canard, même si ça change de couleur. Et ça soit une souris de cette forme, mais de couleur différente, ça sera une souris. Et aussi un lapin de la même chose. Mhm. Ok, continuons. On a trois catégories comme on a dit, dont le premier qui est le clustering. Le clustering, c'est l'une des tâches les plus courantes de l'apprentissage qui est non supervisé, donc le regroupement en français. Il consiste à regrouper des points de données similaires dans un même ensemble, appelé aussi un cluster, de manière à ce que les points au sein du cluster soient plus semblables entre eux qu'avec ces d'autres clusters.
Ici, l'algorithme clé qui est utilisé pour le cluster, c'est le K-mean. On a aussi le clustering hiérarchique, on a le DB-scan, on a aussi le modèle de mélange gaussien GMM. Et ça, pour plus de descriptions, on va lire les théories. Par exemple, pour le K-mean, ça divise les données en K-cluster, donc en K-groupe, où K est défini à l'avance et chaque point enseigné au centroïde le plus proche. Et ça, c'est un peu mathématique. Vous allez m'excuser, je ne peux pas aller en profondeur pour cette vidéo. On a aussi le clustering hiérarchique qui construit une hiérarchie de clusters souvent visualisée sous forme d'angogrammes. Il peut être agglomératif, ascendant, fusion des points, ou divisif, descendant, divise en un grand cluster. On a aussi le DB-scan qui regroupe plusieurs points qui sont proches les uns aux autres et gère mieux les clusters de forme arbitraire. Il peut aussi identifier les outliers qui sont des valeurs aberrantes comme les points qui n'appartiennent à aucun cluster et autres. Le dernier modèle qui est le GMM, c'est un modèle probabilistique qui suppose que les points de données proviennent des mélanges de plusieurs distributions gaussiennes. On parle de clustering flou ou soft clustering. Ok, on arrête ici, on va continuer dans notre prochaine vidéo. Merci. Abonnez-vous et aussi si vous avez une question, n'hésitez pas à le poser dans le commentaire.